on va maintenant voir une deuxième version, une version équivalente du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va se donner I un intervalle de R, ça c'est une hypothèse qu'on retrouvera toujours, et F une application définie sur I à valeur dans R continue, ça aussi c'est une hypothèse générique du théorème des valeurs intermédiaires. Alors j'ai représenté ici le graphe d'une fonction, et c'est ce qui va me servir de point d'appui pour expliquer ce résultat. Alors, on va dire la chose suivante. On va imaginer qu'on a un nombre réel qui est pris entre deux valeurs de la fonction f. Donc ça, on va l'écrire lisiblement. Donc, supposons que j'ai un nombre que je vais appeler t0, qui appartient à l'intervalle ouvert f de u, f de v, où u et v sont des éléments de l'intervalle i, sur lequel on se place. Donc ce sont des images de la fonction f. Sur l'intervalle i, bien entendu. Donc ça, géométriquement, ça se visualise où? Eh bien, on a ici un nombre t0, voilà, que je prends là, qui est contenu entre deux images, f de u et f de v, strictement. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires affirme la chose suivante. Si on est dans cette situation-là, alors T0 est une image, c'est l'image d'un élément de l'intervalle i par la fonction f. Plus précisément, c'est l'image d'un élément compris entre u et v par la fonction f. Donc on va pouvoir dire, alors il existe, donc théorème existentiel, au moins un élément, donc c'est pas un théorème où on va récolter l'unicité, il existe au moins x0, alors entre u et v, tel que f de x0 est égal à t0. Donc on est capable de trouver un antécédent à t0 par la fonction f, et cet antécédent, on peut le trouver entre u et v. Alors ici, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent convenir, puisque si on regarde les antécédents de la fonction f entre u et v, bien, il faut qu'on trace cette droite-là, et on récupère qu'il y a plusieurs valeurs possibles pour x0. x0, on pourrait très bien le trouver ici. x0, on pourrait également très bien le trouver là, mais on pourrait aussi le trouver ici. Donc là, a priori, il y a trois valeurs qui conviennent, puisque les valeurs qui sont éligibles par mon théorème, c'est des valeurs qui doivent être comprises entre u et v. Donc par exemple, la valeur qu'on récupérait un petit peu plus loin ici, elle n'est pas éligible pour mon théorème. Donc les valeurs de x0 possibles ici, il y en a trois. Ce sont les trois valeurs qui sont là. Donc voilà ce que raconte ce théorème. Si vous avez une fonction continue sur un intervalle, si vous êtes situé entre deux images, eh bien vous êtes vous-même une image, plus précisément l'image d'un point qui est contenu entre u et v. Alors on va passer à la démonstration de ce résultat. Et pour démontrer ce théorème des valeurs intermédiaires seconde version, je vais évidemment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires première version. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà poser ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien ici, on cherche à résoudre d'une certaine manière, on cherche à résoudre une équation, l'équation qui nous permet de trouver des antécédents à t0 dans l'intervalle i, plus précisément entre u et v. Donc l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est l'équation f de x est égal à t0, équation d'inconnu x. Alors x est un élément de i a priori, mais nous, plus précisément, on cherche à trouver des éléments qui vérifient cette équation, qui sont compris entre u et v. Alors, conformément au point méthode qu'on a vu juste avant, cette équation, on va la réécrire pour se ramener en 0. Donc, je cherche à trouver s'il existe des nombres x compris entre u et v, tels que f de x moins t0 est égal à 0. On se ramène au cadre d'une fonction qui s'annule. Bon, pour faire ça, je vais considérer la fonction g, donc définie sur i, le même ensemble que la fonction f, à valeur a priori dans R, fonction qui a x associé, f de x moins t0. Donc je considère cette fonction-là, et l'objectif c'est de démontrer que g s'annule. Voilà ce qu'on veut faire.
montrer que G s'annule. Donc en écrivant le problème comme ça, on se ramène dans le cadre d'application du théorème des valeurs intermédiaires, première version. Bon, bah, pour ça, on va essayer de voir si on peut en vérifier les hypothèses. Déjà, la première chose, c'est que la fonction G doit être une fonction continue pour pouvoir appliquer ce théorème. Bah, G, elle est bel et bien continue, puisque f est une fonction continue. Donc, G est continue sur l'intervalle i, bah, tout simplement puisque f l'est. Ça, c'est déjà fait. Bon. Ensuite, on doit démontrer que la fonction G prend des valeurs positives et négatives. Bah, étant donné que T0 est compris entre f de u et f de v, on a des informations sur u et sur v. Ça paraît assez légitime de calculer G de u et de calculer G de v, et de voir si on est capable de trouver leur signe. Or, G de u, c'est f de u moins T0. Mais T0, ne l'oublions pas, est un élément qui est contenu dans l'intervalle ouvert f de u, f de v. Donc on connaît parfaitement le signe de f de u moins T0. T0 est strictement plus grand que f de u, donc on récupère que f de u moins T0 est un terme qui est négatif. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement qu'il soit négatif ou nul, qu'il est bien négatif ou nul. Et si on considère G de V, G de V est égal à f de V moins T0, et pour les mêmes raisons, on sait que T0 est dans l'intervalle f de u, f de v, ça ne change pas, c'est notre hypothèse, qui permet de dire que f de v est strictement plus grand que T0, donc cette quantité est strictement positive, donc en particulier négative ou nulle. Moralité, la fonction g est continue sur i, la fonction g change de signe entre u et v, puisque g de u est négatif et g de v est positif. Donc, en vertu du théorème des valeurs intermédiaires, on peut en déduire que la fonction g, elle, s'annule, et elle s'annule entre u et v. Ça, c'est ce que nous raconte le théorème. Donc elle s'annule dans l'intervalle i, puisque i étant un intervalle, tout ce qui est entre deux éléments de l'intervalle i reste dans l'intervalle i. Donc on peut donc conclure, puisque dire que la fonction g s'annule, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut donc bien dire qu'il existe un x0 entre u et v, donc c'est ça qui nous intéresse, entre u et v, tel que g de x0 est égal à 0, donc c'est-à-dire tel que f de x0 est égal à t0. Donc on a bien réussi à démontrer l'existence d'un tel x0. Alors on a déjà vu qu'il faut faire attention, c'est qu'il existe au moins un élément qui vérifie cette propriété. Dans le dessin que j'ai fait ici, on voit qu'il y a a priori 3 valeurs de x0 qui pourraient convenir à notre problème. Donc pas d'unicité. Alors on va voir une dernière version du théorème des valeurs intermédiaires, une version qui peut être pratique dans certaines situations. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que l'image continue d'un intervalle est un intervalle. C'est-à-dire que les applications continues, elles conservent la continuité des ensembles de R. Puisqu'un intervalle, c'est un ensemble qu'on peut considérer d'un seul tenant, eh bien, on peut le conserver par continuité. Donc, si je prends l'image d'un intervalle par une fonction continue, j'obtiens un ensemble qu'on peut écrire d'un seul tenant, donc un intervalle. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. On va le démontrer sous sa forme explicite, on va dire. Si i est un intervalle de R et f est une application continue sur i, eh bien, on va démontrer que f de i est un intervalle. Alors, on va voir que la démonstration est très rapide, on a déjà fait l'essentiel du travail avec les deux théorèmes précédents. Alors finalement, ça va me permettre de rappeler ce que c'est qu'un intervalle, puisque on doit montrer que f de i est un intervalle. On va rappeler la définition de ce que c'est qu'un intervalle. Donc je vais déjà poser que j est égal à f de i, et l'objectif, c'est de démontrer que j est un intervalle. Alors, pour démontrer que j est un intervalle, on va déjà voir que si la fonction f est constante, j est un singleton, et dans ce cas-là, c'est bien un intervalle, pas de souci. Par contre, si la fonction f n'est pas constante, l'ensemble j il va contenir au moins 2 points.
Alors maintenant, à quelles conditions un ensemble qui contient au moins 2 points est un intervalle de R? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 éléments dans cet ensemble, et on va devoir démontrer que tout ce qui se trouve entre ces 2 éléments est dans cet ensemble. Donc, je vais les appeler x et y. Donc, x et y, ici, 2 éléments de J, donc, que je fixe, que je suppose distincts. Donc, je vais supposer, sans perte de généralité, que x est plus petit que y. Donc, x et y, 2 éléments de J. Alors, pour montrer que J est un intervalle, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit montrer que tout ce qui est entre x, y est encore un élément de J. Donc, je me donne un élément que je vais appeler petit t, qui appartient à l'intervalle xy, et notre objectif serait de démontrer que t est un élément de J. Ça veut dire quoi, que t est un élément de J? L'objectif est de montrer que t est l'image par f d'un élément de I. Donc, ce que je dois démontrer, c'est qu'en fait, t est une image. Bon, bah c'est parti. Pour avancer dans la démonstration, on traduit déjà que x est un élément de f de i, donc c'est l'image par f d'un élément de i. Ce que j'ai écrit ici, x est un élément de f de i, donc est l'image par f d'un élément de i. On peut faire exactement la même chose avec y. Y est l'image par f d'un élément de i. Donc je peux trouver un élément b appartenant à i tel que y est égal à f de b. Donc ça va me permettre de dire que ce t là, que j'ai pris entre x et y, ce t, il est en fait situé entre f de a et f de b. Donc ce t, il est situé entre 2 images. Or, on a directement sous les yeux le théorème des valeurs intermédiaires deuxième version, qui dit que si f est continu et que t est contenu entre 2 images, t est lui-même une image. Donc, en vertu du... Je vais le mettre en abréviation, en vertu du théorème des valeurs intermédiaires, mais la deuxième version, celle qu'on a mis ici, on peut bien dire qu'il existe un nombre C entre A et B, tel que ce T est égal à f de C. Alors, on y est presque. Bon, je vous fais remarquer qu'on n'a toujours pas utilisé le fait que I est un intervalle, au passage. C'est probablement le moment. Effectivement, T, lui, il se trouve entre A et B. Mais A et B, ils se trouvent où? A et B, ce sont par hypothèse des éléments de I. Or, I est par hypothèse un intervalle. Or, entre 2 éléments d'un intervalle, on a forcément des éléments qui sont dans l'intervalle. Ce qui permet de dire que C appartient à I, et c'est à ce moment-là qu'on utilise le fait que I est un intervalle. C'est le moment décisif, c'est le moment où on regarde où se trouve C. Donc, comme C est un élément de I, le T qui est ici est bien un élément de f de I, c'est-à-dire est bien un élément de J. L'objectif était de démontrer que ce T-là était dans J, l'objectif est rempli, on a donc bien démontré le théorème des valeurs intermédiaires sous sa 3e version. Allez, on va faire maintenant 2 petits exercices pour voir comment utiliser ces résultats dans la pratique. Alors nous allons traiter cet exercice d'application du théorème des valeurs intermédiaires. On va considérer une application f définie sur un intervalle i de r, une application continue. On suppose que pour tout x appartenant à i, f de x au carré est égal à 1. On doit montrer que la fonction f est constante, c'est-à-dire que toutes ces images sont identiques. Bon, ici on a des hypothèses qui sont de plusieurs natures. On a des hypothèses qui sont qualitatives, on a une fonction continue sur un intervalle, et on a des hypothèses plus quantitatives, puisqu'on nous dit que pour tout x appartenant à i, f de x au carré est égal à 1. Comme le but c'est de montrer que la fonction est constante, il nous faut des renseignements sur les images de la fonction f, donc on va déjà s'intéresser à cette propriété quantitative. Donc je vais déjà me donner un x dans l'intervalle i quelconque, et je vais m'intéresser à ce que donne cette égalité, f de x au carré est égal à 1. Bon, cette égalité, il vaut peut-être mieux l'écrire en se ramenant à 0, f de x carré moins 1 est égal à 0, pour la factoriser et être sûr qu'on résout l'équation sans risque,
on récupère donc le produit de f de x moins 1 et de f de x plus 1 est égal à 0. Donc f de x est égal à 1 ou que f de x est égal à moins 1. Donc voilà ce qu'on peut dire directement. On peut donc dire que pour tout x appartenant à i, on a, bon je vais mettre des parenthèses, et c'est des parenthèses importantes, on a f de x qui est égal à 1 ou f de x est égal à moins 1. Alors là, évidemment, il y a un piège. On ne peut pas directement dire que la fonction est soit constante égale à 1, soit constante égale à moins 1. Puisque là, ce qu'on a, c'est que si vous prenez n'importe quel élément de l'intervalle, la valeur de f, la valeur de cet élément, c'est soit 1, soit moins 1. Mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas des valeurs de x pour lesquelles c'est 1 et des valeurs de x pour lesquelles c'est moins 1. Donc là, pour l'instant, on n'a absolument pas récupéré le fait que la fonction f est une fonction constante. Par contre, si j'écris les choses de façon un peu plus formelle, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que l'ensemble des images par la fonction f de l'intervalle i, eh bien ça se résume à 2 points. Ça se résume à moins 1 et 1. Donc ça signifie a priori que l'ensemble f de i, il est inclus dans l'ensemble qui est formé par l'élément moins 1 et par l'élément 1. Or, et c'est là qu'on va utiliser la continuité de f sur un intervalle, i est un intervalle et f est une fonction continue. Donc, i est un intervalle et f est continu. Si on regarde l'une des versions possibles du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien on obtient que f de i est un intervalle. C'est l'image continue d'un intervalle, donc c'est un intervalle. Or, cet intervalle est inclus dans l'ensemble qui est formé de l'élément moins 1 et de l'élément 1. Donc, il n'y a pas deux. Donc, il n'y a que 2 possibilités. On en déduit que soit f de i est inclus dans le singleton 1, soit f de i est inclus dans le singleton moins 1. On n'a que ces 2 possibilités-là. Pourquoi? Parce que comme ceci est un intervalle, si cet intervalle contenait 1 et moins 1, il devrait contenir toutes les valeurs intermédiaires à 1 et moins 1, par définition d'un intervalle. C'est-à-dire qu'il devrait contenir 0, 1 demi, moins 1 demi. Or, dans cet ensemble, on ne trouvera pas 0, on ne trouvera pas 1 demi, on ne trouvera pas moins 1 demi. Donc c'est à ce moment-là qu'on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, donc sous sa forme assez subtile, l'image continue d'un intervalle est un intervalle, pour dire qu'on est dans l'une de ces 2 situations-là. Donc, si je traduis la première des situations, c'est-à-dire si je traduis ceci, ça signifie quoi? Eh bien, ceci, ça signifie que, quel que soit x appartenant à i, f de x est égal à 1. Donc ceci signifie, en d'autres termes, que la fonction f est constante égale à 1. Voilà ce qu'on peut dire. Et dans cette autre situation, qu'est-ce qui se passe si f de i est égal au singleton moins 1? Eh bien, dans ce cas-là, cela signifie que, quel que soit x appartenant à i, f de x est égal à moins 1. C'est-à-dire que f est également constante, mais cette fois-ci constante et égale à moins 1. Donc là, l'hypothèse de continuité est évidemment primordiale, puisque des fonctions discontinues qui vérifient cette propriété, il y en a beaucoup, et beaucoup qui ne sont pas constantes, puisque rien n'empêche une fonction qui n'est pas continue de prendre la valeur 1, puis la valeur moins 1, la valeur 1, puis la valeur moins 1. Donc là, on voit que la continuité intervient dans ce passage délicat, c'est-à-dire que quand on a cette inclusion-là avec un intervalle, il n'y a que ces 2 situations qui peuvent se produire. Donc le point clé, je le précise ici, puisque f de i est un intervalle. Si on avait 1 qui appartient à f de i et moins 1 qui appartient à f de i, alors on aurait en particulier 0, 1 demi, tous les éléments entre moins 1 et 1 devraient être dans f de i. Tout élément de l'intervalle moins 1, 1 serait dans f de i.
Ce qui est complètement absurde, puisqu'on a la propriété qui est ici, qui nous assure que f de i ne peut contenir qu'au plus les deux éléments, moins 1 et 1. Et le gros piège de l'exercice, il se situe ici. Voilà le piège de l'exercice, c'est qu'on a tendance parfois à appliquer comme ça des propriétés sans réfléchir. Là, vous voyez que le quantificateur, quel que soit, il ne se distribue pas dans le connecteur OU. Donc attention, le quel que soit x appartenant à i ne se distribue pas. Il ne se distribue pas a priori. Il faut une propriété particulière ici pour pouvoir le distribuer, et cette propriété particulière, c'est la continuité. Et j'insiste bien sur ce point, puisque une fonction, on pourrait très bien, si on n'avait pas la continuité de la fonction f, bien entendu, puisqu'on vient de démontrer que ça marche parce que la fonction est continue, mais vous voyez, on peut très bien imaginer, si vous avez ici l'axe des abscisses, vous pouvez très bien imaginer une fonction qui prend la valeur 1 sur certaines valeurs, puis la valeur moins 1, puis la valeur 1, puis la valeur moins 1. C'est parfaitement possible. Donc on voit qu'il n'est absolument pas possible de distribuer le quantificateur quel que soit dans cette expression-là, donc là ça serait une vraie faute, et que la raison pour laquelle on a le droit de faire cette distribution entre guillemets, eh bien c'est cette propriété, hein, c'est la continuité de f sur un intervalle qui nous permet de le dire. Alors dans cet exercice, on se donne i un intervalle de r, et on se fait trouver toutes les fonctions définies sur i à valeur dans r, qui sont des fonctions continues. Alors, pour ça, on va raisonner par analyse synthèse. On va se donner une fonction f définie sur i à valeur dans q, qui est une fonction continue. Et on va essayer de chercher des renseignements sur cette fonction, donc fonction à valeur dans q, qui a la propriété d'être continue. Alors, on va commencer par faire un petit schéma pour essayer de voir ce qu'on peut dire comme ça d'une telle fonction. Donc si je prends un élément que j'appelle a dans l'intervalle i et que je note son image, que j'appelle f de a, donc on va lire ici, je sais déjà par hypothèse que f de a est un nombre rationnel. L'élément clé de l'histoire, c'est que le terme f de a ici est un nombre rationnel, et que toutes les images sont rationnelles, puisque f de i est inclus dans q. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut voir le fait que l'application est à valeur dans Q. Ne l'oublions pas, ça signifie que f de i est inclus dans Q. Donc toutes les images de la fonction sont des nombres rationnels. Or, si vous imaginez qu'il existe une autre valeur de f qui est différente de f de a, donc imaginez que la fonction f prenne en un point B hypothétique la valeur f de b, valeur qui est différente de f de a. On sait bien, et ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui nous l'assure, que si vous prenez n'importe quel nombre compris entre f de a et f de b, puisque f est continu, ce nombre va être une image. Mais entre f de a et f de b, si ces deux éléments sont différents, il y a tout un tas de nombres irrationnels, puisqu'on sait que r-q est dense dans R, et donc entre deux nombres réels, on peut y trouver une infinité d'irrationnels. Donc cette situation ne paraît pas possible, et donc la seule possibilité, ça serait que la fonction f serait une fonction constante. Eh bien, on va le démontrer. On va démontrer que f est nécessairement une fonction constante. Pour ça, je vais supposer que f n'est pas une fonction constante. Donc je vais supposer, donc supposons, f non constante. Si la fonction f n'est pas constante, je vais pouvoir dire qu'il existe dans l'intervalle i, deux éléments a et b, tels que, eh bien, mettons, f de a est strictement plus petit que f de b pour qu'on soit dans la situation que j'ai écrite ici. Or, f de a et f de b, ce sont des nombres réels. Et comme r-q est un ensemble qui est dense dans R, eh bien, on sait qu'entre deux nombres réels, on peut trouver des nombres irrationnels, et même une infinité de nombres irrationnels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble, l'intervalle ouvert f de a, f de b, cet intervalle-là contient au moins un irrationnel. En fait, on sait qu'il en contient une infinité, il en contient au moins un. Contient au moins un
irrationnel, et cet irrationnel, je vais l'appeler petit t. Donc t n'appartenant pas à q. Mais ce qu'on sait, c'est que t, il est compris entre deux images strictement. Et on sait que l'application f est une application continue sur l'intervalle i. Donc, la conjonction de ces deux propriétés nous assure donc qu'il existe un élément x entre a et b. Donc s'il est entre a et b, il existe un élément x de l'intervalle i, puisque a et b étant dans i, tout ce qui est entre a et b reste dans cet intervalle. Donc c'est là qu'on utilise notre hypothèse que i est un intervalle, donc tel que f de x est égal à t. Et ça, c'est un vrai problème, puisque t n'appartient pas à q, et qu'on sait par hypothèse que la fonction f est à valeur dans q, que toutes ces images sont des nombres rationnels. Donc ceci est une contradiction, puisque j'ai a priori f de i qui est inclus dans q, cette propriété, elle est contredite ici, puisque j'ai un élément de f de i, a priori, qui n'est pas dans q. Donc c'est à ce moment-là qu'on aboutit à une contradiction. Par conséquent, l'hypothèse qu'on avait formulée est fausse. On avait supposé que la fonction f n'était pas constante, ceci est absurde, donc on obtient que la fonction f est nécessairement constante. Et évidemment, cette constante sera un nombre rationnel, puisque la fonction f est à valeur rationnelle, avec une constante rationnelle, bien entendu. Donc au final, quelles sont les fonctions qui sont candidates à être solution de notre problème? Eh bien, les fonctions qui sont candidates à être solution de notre problème, ce sont les fonctions qui à x associent un nombre r, où le nombre r est une constante rationnelle absolument quelconque. Est-ce que ces fonctions-là réciproquement conviennent? Une fonction constante est une fonction continue, bien à valeur dans q, puisque j'ai supposé que r appartenait à q. Donc on peut donc conclure que l'ensemble des fonctions qui sont solutions de notre problème, ce sont les fonctions qui à x associent r, où r est un nombre rationnel absolument quelconque. Donc les solutions sont des fonctions constantes à constante rationnelle.